Alors, bonjour ou rebonjour pour ceux qui continuent avec nous le chapitre 7 qui parle de la partie Ethernet. Et dans cette partie ou deuxième partie de chapitre, nous allons voir ensemble avec un peu plus de détails tout ce qui est lié à l'adressage Ethernet ou ce qu'on appelle l'adressage MAC. On va voir aussi d'autres choses comme la méthodologie ou la méthode de transmission et vitesse de commutation. Pas de vitesse de commutation, mais plutôt et vitesse de commutation. Nous allons voir la mise en mémoire tampon et puis nous allons voir les paramètres duplex et les paramètres de vitesse. Alors, quand on parle de la table d'adressage MAC, c'est tout simplement, on parle de, exactement comme la table d'adressage IP, pour ceux qui se rappellent de quoi je parle quand on a fait la partie adressage IP en détail, et cette table d'adressage MAC, c'est la table qui va servir de décision de transmission de trame au niveau de switch et au niveau de la couche 2 en général. Attention, quand on parle de couche 2, quand on parle de switch, il n'utilise que la table d'adressage MAC, ou autrement dit que l'adresse MAC, pour prendre les décisions d'acheminement ou les décisions de transmission des trames. On ne parle jamais, et vraiment jamais, de l'adresse IP ou d'autre chose pour l'acheminement des trames au niveau des switches. C'est une information très importante à prendre en considération, que l'élément unique et seul au niveau switching pour acheminer les données, c'est l'adressage MAC. On parle MAC, on parle aussi CAM. Quand on parle de CAM, on parle tout simplement de la table d'adressage MAC justement. C'est le terme que peut-être vous allez le trouver par-ci par-là. Ne vous inquiétez pas trop, c'est juste signifie la table d'adressage MAC. La table CAM, on appelle ça. Alors, qu'est-ce que fait le switch? Il va tout simplement examiner l'adresse MAC source pour remplir déjà la table CAM, si l'adresse n'existe toujours pas dans la table, et puis il va rechercher la correspondance dans la même table pour trouver la destination, et puis il achemine la donnée par conséquent. Nous allons voir cela en détail sur Packet Tracer. Il faut que je trouve d'abord ma souris. Packet Tracer, il est là. On va l'ouvrir et on va voir ensemble un exemple d'acheminement d'adresse MAC. Je suis revenu à la version 7.2 ou .3, je ne me rappelle plus, sur Packet Tracer. J'ai eu quelques petits bugs sur la version 8. Après, dans le temps, je vais revenir à la version 8 aussi, mais ça n'a pas d'importance si vous utilisez la 8 ou la 7 ou ce que vous voulez. Il n'y a toujours pas de problème. Là aussi, vous voyez, ça continue à poser des problèmes. Bon, c'est bon, toi. Le passage à Windows 11 m'a fait quelques petits dégâts. D'ailleurs, j'ai dû réinstaller Wireshark. Packet Tracer, vous le voyez d'ailleurs, il cause quelques problèmes et j'ai pas l'impression qu'il va démarrer. J'ai vraiment pas l'impression qu'il va démarrer. En tout cas, s'il ne démarre pas, ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo, le désinstaller et le réinstaller. C'est la seule solution en tout cas possible et existante. Et puis nous allons démarrer ensemble le chapitre. Là, il me demande, je vais passer en mode guest, il me demande d'attendre 15 secondes. Si ça marche en mode guest, je m'en fous, hein. Je peux laisser en mode guest, après je résous le problème. En tout cas, si vous rencontrez ce genre de problème, vous désinstallez l'outil, vous le réinstallez si vous avez passé en Windows 11. Et là, vous voyez, même l'interface, elle n'est pas du tout terrible, vu la taille qu'elle a et tout. Même l'optimisation graphique n'est pas terrible. Là, si je fais About, je suis en quelle version? 7.2.2. Ouais, je vais peut-être revenir à la version 8 s'il y a une nouvelle mise à jour qui peut-être résout les problèmes existants. On va utiliser ça comme ça pour l'instant, c'est pas le plus urgent. Et puis on verra après la vidéo, je prendrai cette partie en considération. Alors, on va mettre de PC, par exemple ici, qu'on va appeler PC1, PC2 tout simplement. Allez, on va mettre PC1 d'un côté, PC2 de l'autre. Et puis je vais ramener mon laptop d'administrateur pour la partie console. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je branche les câbles Fast Ethernet sur le port 1 pour PC1 et puis le Fast Ethernet 2
sur le port 2. Le port 2. Option préférence Always Show Port Label. Le graphisme est vraiment nul là. C'est pas grave. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher. On peut même pas bouger. Vous voyez, on peut même pas bouger les PC. C'est pas grave. En tout cas, on va faire comme ça tant que ça marche. C'est pas grave. On va brancher les câbles console, RS232 sur la machine et console sur le poste. On ouvre la partie console, desktop, terminal, OK. Et là, nous sommes sur la partie configuration du switch. Je suis vraiment désolé pour la taille d'affichage, mais je pense que vous allez arriver quand même à voir. Même grandir, ça change pas grand chose. C'est pas grave. Je prends le PC1. Je prends desktop, IP configuration. Je mets l'adresse. L'adresse c'est par exemple 10.0.0.1. On touche rien du tout. On laisse et on ferme. La deuxième, par exemple, on va mettre 10.0.0.2. On touche rien du tout. On laisse tel qu'il est et on ferme. OK, c'est bon. Maintenant, nous allons tester un ping entre 10.0.0.1 et 10.0.0.2, mais avant de le faire, nous allons voir sur nos switches, Enable. Je vais passer tout ce qui est configuration de base, ce n'est pas la chose qui nous intéresse maintenant tout de suite. Et je vais aller directement à la partie, je vais venir ici, à la partie adresse MAC. Et pour voir l'adresse MAC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Show MAC -adresse table. Et là, OK. Qu'est-ce que je vais voir? Que il n'y a pas d'adresse MAC pour l'instant, sauf sur la Fast Ethernet 02. Si je viens ici voir, je vois que la Fast Ethernet 02, il arrive à détecter son adresse MAC en mode dynamique. À vrai dire, il ne devait pas le faire. Je vais faire Clear MAC Address Table. Je reviens faire Show MAC Address Table. Il n'y a rien du tout. OK? Ça, c'est la version, disons, officielle. Après, les machines peuvent envoyer des petites diffusions pour chercher l'adresse IP, etc. C'est là où il va choper l'adresse, le switch. OK? C'est que là, c'est bon. On a maintenant la partie, la table d'adressage MAC. Vous voyez l'ID de réseau, le numéro de réseau. Pour l'instant, le numéro de réseau, c'est toujours 1. Il ne changera jamais, sauf le jour où nous allons faire le chapitre sur les VLAN et vous allez voir qu'on peut les changer. L'adresse MAC, vous allez la voir ici. Le type, comment il l'a appris, parce qu'on peut fixer une adresse MAC sur un port, mais il n'y a aucun intérêt, sauf quelques utilisations basiques, ou même avancées plutôt. Et le port, sur quel port on a appris. Oubliez tout, les deux informations qui nous intéressent, c'est MAC adresse et port. C'est tout. C'est les deux informations qui nous intéressent. C'est que chaque MAC adresse, elle correspond à quel port exactement. OK? Et vous voyez que pour l'instant, c'est vide, que le switch ne connaît pas les informations. Comment le switch va pouvoir connaître ces informations? Et c'est pas comme les PC où vous allez configurer par exemple une adresse IP sur chaque port. Sur les switches, la seule façon de connaître l'adresse MAC, de mettre l'adresse MAC, c'est de la renseigner manuellement, si ça vous amuse, mais on ne le fait jamais. Sinon, c'est que le switch automatiquement va remplir l'adresse. Comment il va la remplir automatiquement? À chaque fois qu'il y ait un échange de données. C'est simple, regardez une chose. Si on va prendre ce PC1 qui va envoyer des données à PC2, vous voyez, quand il va envoyer à PC2 des données, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une trame qui va rentrer dans le switch. OK? Quand elle rentre dans le switch, elle rentre sur quel port? Elle rentre sur le port Fast 01. OK? Et l'adresse MAC de la machine, on la connaît. C'est là, c'est celle qui est envoyée. La personne avant d'envoyer, il va mettre dans la trame ici quelque part ici, l'adresse MAC source. MS, je vais appeler ça MS, adresse MAC source, c'est que du coup, l'adresse MAC source, elle est là, OK? Et le numéro de port, il est là. Quelles sont les deux informations importantes pour remplir la table d'adressage MAC? On a dit, la table d'adressage MAC, elle a besoin de deux informations importantes. Adresse MAC et numéro de port. OK? Maintenant, on a la MAC 1, qui rentre sur le port 1. Le destinataire, c'est qui? C'est le PC2. OK? L'adresse MAC de PC2, elle est où? Elle est là.
Par exemple, ici, je vais dire adresse MAC D, D comme destinataire. Du coup, l'adresse MAC de PC2, elle est là. Par contre, sur quel port le PC2 est branché à la machine? Le switch ne sait pas. Il a des PC qui sont branchés comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il ne sait pas quel PC ou quel port spécifique correspond à cette adresse MAC qu'on vient de renseigner. Du coup, le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va envoyer au PC spécifique? Non. Tant que le switch ne connaît pas, il va diffuser tout simplement. Il va envoyer à tout le monde. Ok? Il va envoyer à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et puis le PC concerné, non concerné par exemple, disons qu'on a un PC ici, le non concerné, quand il va recevoir, il va checker l'adresse MAC de destination. Lui, il a sa propre adresse MAC, M3 par exemple. Il va checker l'adresse MAC de destination. Il va voir quoi? Il va voir M2. M2 n'égale pas M3. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer la trame. Il va comprendre que il n'est pas concerné. Par contre, le PC2, puisqu'il est concerné, il va voir, il va checker, il va voir que c'est son adresse. C'est comme si quelqu'un qui crie dans le couloir, c'est qui Nicolas, ou c'est qui David, ou c'est qui je ne sais pas qui. Vous voyez? Et la personne concernée va lui dire c'est moi. Et les autres, ils vont dire on n'est pas concerné, ils continuent leur chemin. C'est exactement le même principe. Alors le PC2 qui est concerné, il va ouvrir la trame et il va pouvoir lire la trame. Et puis le PC2, le concerné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre à la trame. Et quand il va répondre, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Là maintenant, le PC2, il devient la source. Et à chaque fois qu'on a une trame, je vais vider ça pour plus de propreté, à chaque fois qu'on a une trame qui rentre sur le switch, si l'information n'est toujours pas renseignée, le switch, il va toujours profiter de l'occasion pour remplir sa table d'adressage MAC qu'on avait dessinée ici, que je ne vais pas redessiner. Ok? C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est à la source, c'est à l'entrée. Parce qu'à l'entrée, les deux critères sont là. Le numéro de port, on l'a parce qu'elle est rentrée sur un port. Et l'adresse MAC, on l'a parce que dans la trame, il y a l'adresse MAC source. Tant que les deux critères sont là, on remplit la table d'adressage MAC ici. Ok? Allez, j'ai dit que je ne vais pas dessiner, c'est pas grave. Ok? On va la remplir. Si les deux critères ne sont pas là, on ne va pas la remplir, tout simplement. Et à chaque fois, au fur et à mesure que les PC échangent les informations dans le réseau, la table d'adressage MAC, elle est dynamiquement remplie. C'est pour ça qu'il y a le mode comment elle est remplie ou le type, et elle est toujours dynamiquement remplie à chaque fois qu'on avance dans le remplissage ou à chaque fois qu'on avance dans l'utilisation des échanges ou des échanges de données sur le réseau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire l'exemple. On reprend. Je prends ici les PC, mes deux PC, et puis sur le PC 1, je vais dire tout simplement ping 10.0.0.2. Et là, on ping, ça marche, etc. Tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de surprise. Je reprends le switch et je fais show MAC address table. Et là, vous voyez la surprise, très très bien. Les deux adresses MAC maintenant, elles figurent bien dans la table d'adressage MAC. Que la 000A, celle qui commence par 000A et qui se termine par 12E1, c'est l'adresse MAC qui se situe sur la F02. Et celle qui commence par 00E0, c'est celle qui se situe sur l'interface F01, qui est tout simplement la machine numéro 1. L'ID de réseau, l'ID de VLAN, c'est toujours 1 comme je vous ai dit, et elle était renseignée comment? Dynamiquement. C'est ce qui fait que l'adresse est dynamique. Alors, on peut voir 1, 2, 3, 2 fois 0, 0A, F, même moi je suis à côté, j'arrive pas à voir, F3 pour moi, F3. 0, 0, 0A, F3, on peut venir ici et voir, j'ai pas fermé je crois, ouais, 0, 0, 0A, F3, que l'adresse MAC, elle est de Cisco, vous voyez. Là, par exemple, vous pouvez savoir qu'il s'agit d'une adresse MAC Cisco. Ok? C'est que là, c'est pour dire comment sont remplies les tables d'adressage MAC au niveau des périphériques, au niveau des switches Cisco. Qu'est-ce qu'on a dit ici dans le cours? La décision de transmission des trames au niveau des switches repose uniquement sur l'adresse MAC de couche 2. Examiner l'adresse MAC source pour remplir la table CAM si l'adresse n'existe toujours pas. Le switch recherche la correspondance entre l'adresse MAC et la destination de la table CAM. Si l'adresse MAC de destination ne se trouve pas dans la table CAM, le switch transfère la trame dans tous les ports. Et attention à quelque chose d'important. Regardez si je fais comme ça et puis je fais F3.
je mets maintenant sur le port 3, bah, le switch il va découvrir une contradiction. Il va dire attendez, cette adresse, est-ce qu'elle se situe dans le port 1 ou dans le port 3? Le switch, c'est pas de sa nature d'essayer trop à comprendre, hein. Vous allez voir que si je ping à nouveau le 10.0.0.2, le ping, ça ne va pas marcher pendant les premières secondes parce que le port est en train de démarrer. Il prend généralement 30 secondes pour démarrer. Dès que les 30 secondes sont terminées, je pense là c'est presque terminé même, le ping va passer normalement, mais même si on s'en fout parce que le ping est déjà passé normalement, parce que la donnée est déjà rentrée sur le... Oui, c'est bon, elle est déjà rentrée. Là maintenant, on va reprendre à nouveau le PC, on va faire show MAC address table, et là vous voyez que l'adresse MAC 00E0 est celle qui se termine par 567E, 567E, elle se situe bien sur le port F03. C'est que le switch, s'il détecte que l'adresse MAC, la même adresse MAC, elle est rentrée sur un autre port, qu'est-ce qu'il fait? Il va écraser l'information, il va la remplacer dans le nouveau. Il ne va pas laisser les deux informations dans la même table. Il faut faire attention à ça, c'est très important. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il ne va que écraser l'information qui se situe dans sa table d'adressage MAC. Après, si vous voulez voir les adresses MAC des switches en soi, regardez ce que vous pouvez faire. Show, par exemple, interface VLAN 1, parce qu'on envoie des données au VLAN 1. Ça, je pense que vous vous rappelez. Par exemple, le fait de prendre la main à distance à un switch, etc., on le fait sur l'interface virtuelle qui n'existe pas, qui est l'interface VLAN 1. Du coup, on envoie des données, elle nous répond par afficher le mot de passe, etc., les choses qu'elle nous envoie. Et là, si vous voulez voir des informations sur l'interface de VLAN 1, vous avez tout simplement à venir ici et insérer la commande show interface VLAN 1, et puis ici, vous allez trouver l'information de l'adresse MAC. C'est address is. Tout simplement, ici, vous allez trouver l'adresse MAC. Ou même de n'importe quelle autre interface. Hein. Show interface Fast Ethernet, je dis n'importe quoi, 01, 02, 05, tout ce que vous voulez. Vous avez tout simplement toujours une adresse qui est associée à chaque interface. Je pense que vous vous rappelez quand je vous ai dit que n'importe quel équipement, n'importe quel périphérique Ethernet, je ne me rappelle plus où je l'ai écrit, mais je l'ai écrit quelque part, vous pouvez me croire, que n'importe quel périphérique Ethernet, c'est là, tous les périphériques réseau possèdent, il nous manque un petit int, une carte réseau Ethernet et par conséquent une adresse MAC Ethernet. C'est que chaque carte réseau, elle a une adresse MAC. Et chaque carte réseau, c'est chaque port d'un switch par exemple. C'est que chaque port d'un switch, il a une adresse Ethernet propre à lui. Et si vous voulez voir l'adresse MAC de switch, tout simplement, c'est l'adresse MAC de VLAN 1. C'est elle qui correspond à l'adresse MAC qui identifie un peu le switch dans sa globalité. Alors, je pense qu'on a terminé cette partie-là. On va voir rapidement quelles sont les méthodes de transmission et la vitesse de commutation. Très rapidement, c'est que là, on veut tout simplement dire, et là, je vais reprendre encore mon stylet et mon petit tableau. Ça marche, parce que parfois, ça bug. Alors, on prend un switch ici. Il est là, le switch. Et il a des données qui rentrent sur chaque port, sur chacun de ces ports, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je ne sais pas combien de ports, il a ce switch-là. Alors, ce switch-là, ou comme n'importe quel switch, il utilise plusieurs méthodes ou plusieurs façons de faire de la commutation ou de la transmission des informations. On a la première qui s'appelle stocker et retransmettre, autrement dit store and forward. Store and forward veut dire quoi? C'est que le switch, quand il va recevoir une trame, elle est là, une trame comme ça, sur un port spécifique, sur un port donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement stocker toute la trame et attendre que toute la trame soit reçue, examiner le contenu de la trame et surtout la dernière partie de la trame qui est le contrôle des erreurs, là, la dernière partie de la trame. Il contrôle l'erreur, il valide que la trame est valide, est valable, et puis il réachemine la trame sur le port de sortie et par exemple, on va dire que c'est celui-là. Et comme ça, la trame, elle va sortir. OK? Ça, cette technique s'appelle Store and Forward. C'est très important comme technique parce qu'elle nous assure que seules les trames valables et valides qui passent sur le réseau, qui traversent le switch, du coup, il n'y a aucune trame qui a des problèmes, qui était en collision, qui avait un souci, quoi que ce soit, aucune trame qui a un problème n'est autorisée à circuler sur le réseau. Il contrôle tout. Un deuxième avantage de Store and Forward, et ça c'est très important, c'est le fait de bénéficier des fonctionnalités avancées comme la qualité de service par exemple. Parce que les informations liées à la qualité de service se trouvent à l'intérieur, et le fait d'arriver à lire jusqu'à la fin tout le contenu de la trame
nous permettra de lire les informations liées à la qualité de service et de dire cette trame, petit rappel très rapide de ce que c'est la qualité de service, c'est la gestion des priorités. Je vous ai parlé de code de la route dans un chapitre précédent. Et je vous ai dit que la qualité de service n'est plus ni moins que le code de la route dans la vie réelle. C'est de dire, monsieur A, c'est prioritaire, monsieur B, il peut passer, monsieur C, il doit attendre encore, monsieur D, il doit faire le feu rouge, l'ambulance, elle passe toujours dans une zone de prioritaire, etc., etc. C'est que là-dessus aussi, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que la qualité de service, généralement, le marquage se fait à l'intérieur. Par exemple, ici, je dis n'importe quoi, par exemple, ici. Et si on arrive à lire toute la trame et examiner tout le contenu de la trame, on arrive à lire les informations liées à la qualité de service et par conséquent à savoir exactement quand il faut acheminer la trame et si elle est prioritaire ou si elle n'est pas prioritaire. Et ça, c'est un élément très très important à prendre en considération. L'autre information aussi, c'est que, oui, je vous ai déjà parlé de ça, c'est que c'est la méthode de transmission la plus fiable. Après, elle a comme petit inconvénient le fait de faire un peu de retard parce qu'il faut stocker toutes les trames, les examiner toutes et puis les renvoyer toutes. La deuxième technique, c'est la méthode coupée à travers, c'est ce qu'on appelle la méthode cut through en anglais, et c'est la méthode qui tout simplement vous dira, dès qu'on arrive à lire l'adresse MAC de destination, on réachemine la trame, tout simplement. Là, en réalité, il y a deux techniques dans le cut through. Il y a celle qui s'appelle fast forward, c'est retransmission rapide, fast forward, et celle qui s'appelle je le connais en français, je pense pas qu'il a un nom spécifique en anglais, c'est la commutation sans fragment. C'est le sans fragment. Alors, le sans fragment, c'est tout simplement, d'abord le fast forward, c'est ce que j'étais en train de dire, il a l'avantage d'être très très rapide, c'est que dès qu'on arrive à lire l'adresse MAC de destination, qu'est-ce qu'on fait? On réachemine directement le trafic. C'est rapide, c'est excellent. Sauf que vous voyez que s'il y a des collisions, s'il y a des trames qui posent problème, s'il y a des trames qui ont des soucis d'intégrité, on ne peut pas le savoir. Et ça, dans quelques types de transmission, c'est même pas autorisé, c'est même pas possible. Après, le sans fragment, on s'est dit, bon, écoutez, on va trouver une solution entre les deux. On ne va pas attendre la réception de toute la trame. Rappelez-vous que la trame peut avoir jusqu'à 1518 octets de taille. Et là, on s'est dit, écoutez, on va examiner les premiers 64. Les premiers 64, c'est toujours les plus importants. Parce que dans les premiers 64, il y a l'adresse source, il y a l'adresse de destination, il y a le type, il y a le marquage, il y a le début déjà de la partie data. Et généralement, statistiquement parlant, s'il y a des problèmes, on le détecte dans les 64 premiers octets. Et puis, une fois les 64 premiers octets réceptionnés, vérifiés et validés, on achemine le reste sans vérification. Ça, c'est un peu une méthode entre les deux. Aujourd'hui, la méthode la plus utilisée, c'est la première, stocker, retransmettre, c'est ce qu'on appelle la méthode store and forward. Reste quand même la méthode la plus utilisée parce que c'est la plus complète. Et avec aujourd'hui les technologies les très puissants, les switches les très puissants, les ports de switch aussi très rapides, etc. Le fait de stocker et traiter tout d'un seul coup, c'est pas vraiment très très difficile. On arrive quand même à rendre le processus très, très rapide, même s'il est de base très compliqué. Alors, un autre point très important à voir aussi, c'est la mise en mémoire tampon. La mise en mémoire tampon, c'est tout simplement le fait de dire comment un switch voit le traitement des informations qui rentrent. Parce qu'il y a des informations qui rentrent, des informations qui sortent, il faut les mettre quelque part dans une mémoire. Il faut les stocker quelque part. Il ne faut pas passer directement. Alors, la mise en mémoire tampon là-dessus aussi, il y a deux techniques. Il y a la technique qui consiste à stocker tout dans la même mémoire tampon de switch, c'est que toutes les informations qui rentrent, on va tous les mettre dans la même mémoire tampon. Mémoire tampon, c'est une mémoire temporaire tout simplement. Et puis, on commence à les traiter un par un. Par exemple, toutes les informations qui rentrent ici sur ce port-là, on va directement les réacheminer ici. Et puis, on va commencer à stocker toutes les trames. Et puis, on va dire à celle-là, c'est bon, on t'a traité, toi, tu vas partir ici. Toi, on t'a traité, tu vas partir là, etc., etc. Et là-dessus, la quantité de mémoire tampon requise à chaque fois par un port pour allouer pour le traiter, elle est allouée dynamiquement en fonction des espaces mémoire, en fonction des données, de la quantité de données qui rentrent sur le switch. La deuxième technique, c'est la mémoire axée sur le port, et la mémoire axée sur le port n'est ni plus ni moins le fait d'allouer des espaces mémoire dans une file d'attente dédiée à chaque interface. Ici, le fait de mettre
une file d'attente dédiée à chaque interface. Et là-dessus aussi, chacune, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, ses limites et ses caractéristiques. Il faut surtout les chercher en détail le moment où vous allez chercher ou vous allez acheter un switch, parce que ça peut être décisif dans le choix de switch, dans le prix de switch, dans la performance ou la fiabilité de fonctionnement d'un switch, etc. etc. C'est qu'il faut surtout penser à ces éléments et à ces informations qui sont des options. C'est comme si quand vous allez acheter une voiture, vous cherchez sa boîte de vitesse, comment ça fonctionne, etc. etc. Quelques petites informations à la fin, je pense que c'est bon pour ça, je pense que même je peux sortir. Quelques petites informations à la fin de ce chapitre 7, c'est les informations qui sont liées à la partie paramètres duplex et de vitesse, c'est les paramètres des ports. Ça, je pense que vous le connaissez déjà. Vous avez la possibilité de faire un full duplex et un semi-duplex. Là, il suffit de rentrer juste sur la configuration de chaque port et insérer des informations spécifiques. Par exemple, ici, interface, pas ici, configure terminal. Je rentre sur l'interface Fast Ethernet 0.1 et puis après, je peux lui dire duplex. Est-ce que je peux mettre duplex auto? C'est que c'est lui automatiquement qui va découvrir le duplex. Et quand vous faites auto, dans 99% des cas, voire même 100% des cas, c'est du full. Parce que automatiquement il prend le meilleur et le meilleur entre les deux c'est le full. Sinon, vous pouvez directement vous-même forcer le fait que ça soit full. L'avantage, le fait de le forcer, ça évite qu'un jour il bug ou le calcul auto il passe automatiquement en semi-duplex pour n'importe quelle raison, etc. Ou sinon, vous pouvez faire half duplex, c'est le fait de passer en duplex semi. Autrement dit, le port il peut envoyer, il peut recevoir, mais il ne peut pas faire les deux à la fois. Il ne faut surtout pas choisir. D'ailleurs, je me demande pourquoi on a toujours cette possibilité. Personnellement, je ne vois aucun intérêt. Après, vous avez aussi la vitesse. Là aussi, vous pouvez choisir les configurations liées à la vitesse de port. Et là, vous pouvez dire la vitesse 10, 100 ou auto en fonction de la vitesse de port déjà autorisée. Par exemple, là, vous voyez une nomenclature qui est claire et nette là-dessus. Si le port, il s'appelle Ethernet, c'est 10 mégas. Attention, il y a des ports qui s'appellent Ethernet sur d'autres technos, sur d'autres switches, etc. Ils s'appellent Ethernet comme non standard. C'est que ça peut être 10 gigas, 100 gigas, mais il s'appelle toujours Ethernet. Mais si on parle des switches Catalyst Cisco classiques, quand vous voyez le mot Ethernet, c'est que c'est un port de 10 mégas. J'ai pas l'impression, je ne pense pas que vous allez le voir. Même moi qui commence à travailler, à toucher le réseau, depuis que j'étais étudiant, j'ai commencé à toucher le réseau la première fois en 2008. C'est que 2008, on est en 2021, il y a déjà 13 ans, un switch Ethernet, je ne l'ai pas vu. Vous imaginez que aujourd'hui, en 2021, voire même on est à 5 jours de 2022, c'est une raison de plus de ne jamais voir des ports Ethernet, c'est très très ancien quand même. Fast Ethernet, ça commence à devenir très ancien, c'est les ports à 100 mégas. C'est ceux qu'on utilise toujours sur Packet Tracer et ça commence à devenir un peu ancien. Mais en entreprise, vous allez le voir et voir beaucoup parce que les entreprises n'achètent pas des switches chaque semaine, chaque année. Et même jusqu'à aujourd'hui, ils continuent, si vous leur faites une proposition, tu vas lui dire un switch à 100 mégas, il coûte peut-être 1000 euros. Un switch à 1 giga à 1000 mégas, il coûte 2000 euros. Il peut choisir le moins cher. Il se dit, je m'en fous, 100 mégas, ça me suffit. C'est ce qui fait que je pense pas que c'est toujours en vente. Je suis même sûr que c'est plus en vente. Mais je parle jusqu'à peut-être 2019, 2020, quelque chose comme ça. C'est quand on dit Fast Ethernet, c'est des ports à 100 mégas. Quand on dit Giga Ethernet, c'est des ports, comme son nom l'indique, à 1 giga, ou 10 giga Ethernet, voire 100 giga Ethernet, c'est des ports à 10 giga ou des ports à 100 giga. Et vous pouvez les configurer automatiquement en allant sur le port, en insérant la commande speed, et puis après speed, vous choisissez. Si vous faites, speed, si vous faites 100, ça veut dire quoi? 100 mégas. Si vous faites 10, c'est 10 mégas. Par exemple, sur ce port-là, vous ne pouvez pas mettre 1000 parce que ce port-là, il ne supporte pas 1000. Mais si vous allez brancher un port en gigabit Ethernet, par exemple ici, ce que je vais faire, le Fast 03, je le supprime, je le reprends ici et je vais choisir un port gigabit Ethernet avec le Fast de la machine. Et puis, je vais faire, je vais rentrer sur le port. Allez, je vais faire exit et rentrer sur l'interface 03. Et sur l'interface de 03, si je choisis... 03, n'importe quoi. Je vais rentrer sur l'interface Gigabit Ethernet 01.
Et là, sur l'interface Gigabit Ethernet 0.1, quand je fais speed, vous voyez, vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 1000. C'est que vous pouvez dire speed 1000, pas besoin de le faire parce que automatiquement il est à 1000 déjà. Vous pouvez faire 100, comme vous pouvez faire 10, comme vous pouvez aussi revenir à votre 1000. Ok, c'est que vous pouvez adapter la vitesse de votre port en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et puis, il y a la dernière option, c'est le MDX. C'est le fait de pouvoir choisir un port droit ou croisé, faites comme vous voulez, et c'est le switch qui le modifie pour vous. Et là, vous avez juste la possibilité de créer la fonction MDX Auto. Là, vous voyez MDX Auto. Si vous insérez cette commande, vous allez activer l'auto MDX sur le switch. Là, vous pouvez démarrer le switch avec la commande No Shutdown. Et là, vous avez la possibilité d'insérer cette fonctionnalité. Je vais dire Shutdown, No Shutdown, c'est bon. Ça pose problème, peu importe. Et là, vous avez la fonctionnalité Auto MDX. C'est la fonctionnalité qui vous permet de permuter comme vous le souhaitez entre les ports croisés ou les ports droits. Par exemple, on peut choisir un port croisé ici et je le mets ici. Et puis, ça va marcher automatiquement parce que le Auto MDX, il est activé par défaut à partir de la version 12.2, si je me rappelle, 12.2, c'est ça, 12.2.18 SE, 12.2 des switches Cisco. Du coup, là, vous pouvez le désactiver si vous voulez, mais je crois même pas que c'est possible. En tous les cas, si je reviens ici, interface Fast Ethernet 0.3, on peut voir, on peut insérer la commande 0.3. J'ai pas l'impression d'avoir inséré 0.3. Si c'est 0.3, c'est très petit. On peut dire MDX Auto. MDX Auto, c'est la commande qui vous permettra, MDX Auto, c'est la commande qui vous permettra d'activer par défaut la fonctionnalité Auto MDX ou de la désactiver, parce que si vous la désactivez, le port il passera en mode éteint parce qu'un port croisé ici, il n'a pas le droit de se connecter à une machine. Switch couche 2, machine couche 3 ou plus, 3 ou plus, hein, je dis bien 3 ou plus, tout ce qui est plus de 3. 3 ou plus, deux couches différentes, il leur faut un câble droit. Là par contre je mets un câble croisé et vous voyez que ça a marché avant de désactiver la fonctionnalité MDX Auto. Après vous pouvez désactiver, réactiver la fonctionnalité MDX Auto, vous allez voir que le port redémarre automatiquement, même si ça ne devait pas marcher parce qu'un port qui relie un PC à un switch, il doit être un port droit. Si vous insérez la commande MDX Auto, c'est lui qui fait l'inversion automatiquement par logiciel. Et il n'aura pas besoin que vous achetiez spécifiquement, obligatoirement, un port droit directement. Alors, si vous ne connaissez pas ce que c'est un port droit ou un port croisé, vous n'avez qu'à revoir le chapitre sur la couche physique, le chapitre 4, et vous allez voir ici ce que signifie un câble direct ou un câble droit avec un câble croisé, le fait d'inverser les normes T568A avec T568B, mettre le A d'un côté, le B d'un autre, on appelle ça un câble croisé. Et là, les câbles croisés, c'est les câbles généralement qui sont dédiés à l'interconnexion des équipements de même couche ou de même type, par exemple switch avec switch. Alors, sur ce, je pense que nous avons terminé définitivement le chapitre 7. Il reste que l'exercice de chapitre 7 ou l'exercice de chapitre 7 tout court, ou l'examen pardon de chapitre 7. Et puis nous allons commencer le chapitre 8 que j'imagine il parle de la partie réseau. N'hésitez pas, surtout pas, si vous avez des questions à me les poser. Je me fais toujours plaisir à répondre à vos questions. Et sur ce, je vous dis bon courage et bonne continuation.